Chapitre 9. Niveau 3. Je suis, donc je pense. Après le décès de Bob Drouin, je commençais à me poser de sérieuses questions sur ce que j'étais venu faire en Occident. À coup sûr, je ne courais plus le risque de me faire réveiller en pleine nuit par des rafales de Kalachnikov. Et ça, c'était un plus. Mais au fond de moi, l'idée d'évoluer de manière quasi chronique au plus bas niveau de la société canadienne me devenait de plus en plus insupportable. Je me savais doté d'une intelligence qui méritait mieux que réparateur de toiture. Un jour, je répondis à une annonce réclamant un répétiteur, une sorte d'instituteur après les classes. Une famille plutôt nantie de l'ouest de Montréal cherchait quelqu'un pouvant aider leurs enfants à digérer les cours qu'ils recevaient de jour. Il s'agissait de nouveaux riches, familles francophones ayant récemment gravi les échelons de la société québécoise, installées dans le quartier huppé de Westmount. Question d'être plus proche de ceux qui, dit-on, détiennent le vrai pouvoir économique. Ayant œuvré dans le domaine de l'éducation en Afrique, je pris le risque de répondre à l'annonce. Le père, du nom de Paul Archambault, était de ma génération. Lui était par contre bourré de fric, tandis que moi, je cherchais toujours mes marques dans ce pays qui ne m'avait pas encore donné ma chance. À la question « Comment je vous paye ?» je répondis « Au noir, bien évidemment, comme ma peau ». La subtilité de mon humour et la franchise de mes propos finirent de le convaincre de mon humanité. Et dès cet instant s'installa un climat de confiance entre lui et moi. Pas longtemps après, Paul fut ahuri de constater qu'en fait, son offre constituait mon deuxième boulot. Je travaillais encore de jour à réparer des toitures, et en fin d'après-midi, j'enseignais les équations du second degré à ces adolescents, quand ce n'était pas l'accord du participe passé avec les auxiliaires avoir et être. Ces enfants faisaient bien évidemment les frais d'un système éducatif qui a depuis longtemps abandonné la rigueur qu'impose l'apprentissage du français de France, avec ses multiples règles de grammaire, ces mêmes règles que M. Caboret m'a implantées dans le cerveau durant mon enfance à l'école Saint-Jean-Bosco. Paul n'en revenait tout simplement pas qu'un petit Africain manie le français aussi bien, sinon mieux que ses employés les plus diplômés. Il se sentit dans l'obligation de m'offrir mieux, quelque chose qui conviendrait à ce qu'il soupçonnait être mon niveau réel d'éducation. Usant de son don inné pour distinguer le bon grain de l'ivraie, il me transforma progressivement en une sorte d'homme de main. Il commença par me confier de petites missions auprès de ses fournisseurs, pour finalement me demander de le représenter à certaines réunions de département. En l'espace de 2 ans, rien, et plus rien du tout, ne pouvait se décider chez Archambault et Associés sans que j'aie été impliqué d'une manière ou d'une autre. De simple employé, je fus promu manager, puis chef des opérations, chargé de l'exécution de la vision de Paul, le président-directeur général. J'étais en pleine extase, me délectant de cette soudaine ascension dans la sphère de la haute finance. Je me saoulais quotidiennement de cette abrupte rupture dans ma vie de poseur de toiture, sans pour autant perdre les attaches que j'avais avec mon monde, mes humbles origines. Je n'oubliais certes pas d'où je venais. Par contre, je n'avais aucune idée de ce que serait ma destination, mon terminal à moi. Intérieurement, je me trouvais chanceux d'avoir cette opportunité inouïe de côtoyer ceux-là même qu'on idéalise tant dans nos sociétés africaines. Et oui, moi, le petit noir, je conseillais maintenant des blancs. Mieux, ils m'écoutaient et tendaient même l'oreille quand j'ouvrais la bouche. Je mangeais à leur table, ils demandaient mon avis, s'intéressaient à mes idées. Beau, c'était trop beau. Au fond de moi, je n'arrêtais pas d'entendre cette voix de M. Caboret, mon institut de l'école primaire Saint-Jean-Bosco de Trècheville, me pressant d'être le meilleur du groupe, de donner le meilleur de moi et de ne jamais freiner ma plus petite ambition. Progressivement, je me sentis investi d'une mission toute particulière, celle d'être le meilleur de tous les Africains qui aient appris quoi que ce soit auprès des Blancs,
d'être le Einstein de la diaspora noire au Canada, de devenir la démonstration vivante que le savoir et l'intelligence sont également répartis parmi les peuples du monde. Au fil des ans, je me transformais en une sorte de machine à cogiter. Mon leitmotiv, Janou, apprends tout ce qui te passe sous les yeux. Apprends vite, vite, vite. C'est ta chance, saisis-la. Sans m'en rendre compte, cette machine qui bouillonnait en moi se donnait déjà pour mission de devenir aussi grand que Paul Archambault et associés, sinon plus. Après 7 années de bons et loyaux services, mon unité de mesure du succès dépassait la taille même de mon employeur. Paul ne parut pas surpris quand je lui présentai ma démission, avec en sus un ambitieux projet que je lui soumettais, le tout formulé comme une forme de partenariat. Dans l'ombre, j'avais bâti le plan d'affaires d'une sorte de Jeannot Coissy et associés. Et c'est tout naturellement que j'offris à Paul l'opportunité d'être le financier et partenaire de cette aventure dans laquelle je comptais me lancer. Je lui fis la cour pendant plus de 9 mois, dans l'espoir de lui faire la démonstration de la viabilité de mon projet. Durant cette période, je brûlais une bonne partie de mes économies. Je m'endettais lourdement car il fallait bien vivre sans salaire. De présentation en présentation, je déballais à maintes reprises les détails de mon projet. Mais chaque fois, Paul semblait tiquer sur quelque chose qu'il semblait incapable de formuler. Était-ce ma couleur de peau? Non, j'en doute. Ou peut-être une difficulté quelconque à reconnaître que c'était moi et non lui qui avait conçu ce projet? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'un matin de l'automne 2011, Paul se décida enfin à me remettre les fonds nécessaires au financement de mon plan d'affaires. Cependant, il insista que je passe avec succès ce qu'il considérait comme le test ultime, sans lequel son financement me serait retiré. J'appris donc de sa secrétaire que le lendemain, j'étais invité à une dernière entrevue avec un certain Martin White, anglophone bon teint, dont l'avis final scellerait de manière définitive le sort de cet ambitieux projet que j'avais conçu. Ce Martin White, je ne le connaissais point. Je trouvais même suspect que Paul exigeât l'avis de quelqu'un qui semblait être un parfait inconnu dans le monde canadien de la finance. Il n'apparaissait ni dans le guide des Angel Investors ou Venture Capitalists du Canada, ni même comme membre du comité de direction d'une quelconque compagnie. Et pourtant, Paul en parlait comme d'un boss, le grand vizir sans lequel la moindre décision ne pouvait se prendre. Dans tous les cas, j'étais le demandeur et donc pas en position d'exiger quoi que ce soit. Je me préparais donc à ce qui devait être une énième présentation de mon plan d'affaires. Toute la nuit, je répétais encore et encore les 22 acétates de ma présentation. Projection, risque, revenus anticipés, je répétais absolument tout. Et quand le lendemain j'embarquais dans le jet privé de Paul en direction de Toronto, je me savais prêt à faire face au feu roulant de ce Martin White. Une seule grande inconnue m'enquiquinait. Pourquoi avoir fait appel à un parfait inconnu pour évaluer un plan d'affaires aussi complexe que le mien? Qui était ce Martin White? Un riche héritier qui possède le don inné de flairer une bonne opportunité? Et pourquoi mes recherches en ligne n'ont rien révélé de l'existence de ces derniers? Bref, je n'avais aucune idée du personnage que j'allais rencontrer. C'est dans cette atmosphère d'intrigue que la limousine qui me récupéra à l'aéroport franchit les grilles de la propriété où devait se tenir l'entrevue. On me fit descendre au sous-sol, dans une salle plutôt sombre, aux murs neutres. Là, au fond de la salle, se tenait un personnage aux allures plutôt aristocratiques, d'au moins 15 ans mon aîné, maniant à peine le français, mais dont émanait une assurance certaine. De toute évidence, l'entrevue allait se tenir en anglais, une langue dont l'usage prolongé finissait toujours par me donner de terribles migraines. Comme à mon habitude, ma poignée de main fut des plus banales, simple et innocente, quoique j'eus la drôle d'impression qu'à travers elle, on m'observait déjà, qu'on m'analysait. À ma demande,
et après les salutations d'usage, on me servit un verre d'eau. M. White s'installa alors confortablement dans son fauteuil à l'autre bout du bureau qui nous séparait, tandis que moi, je m'employais à connecter mon ordinateur portable en vue de lancer ma présentation. C'est alors que sa première question me prit vraiment par surprise, tel un glaive qui vous cisaille le dos. « Que faites-vous » Quelque peu désarçonné, je balbutiai. « Je me prépare à vous présenter mon plan d'affaires. » M. White éclata alors de rire, un rire qui me mit vraiment mal à l'aise. Qu'avais-je dit de si stupide pour qu'il me rie ainsi dans la face? Il revint à ses esprits et dit « Écoutez, monsieur Kwasi, vous avez déjà présenté votre projet à Paul, n'est-ce pas? »« Oui. »« Alors de grâce, éteignez cet ordinateur et épargnez-moi ce charabia auquel je ne comprendrai d'ailleurs rien. » Sur ce, il sonna celui qui faisait office de majordome. Ce dernier vint vers lui, les mains gantées, portant un petit coffret, le genre de coffret que l'on croirait sorti d'un conte des 1001 nuits. Cuivre massif décoré de perles. Sans même regarder l'intérieur du coffret, M. White tira au hasard un bout de papier qu'il me lut.